Tu me disais que tu avais presque ressenti à quel point tu avais fait des mauvais choix chaque ligne que tu lisais. Énormément de choses et de convictions que j'avais concernant l'argent, l'investissement. J'avais l'impression d'être stupide en fait à chaque fois que je lisais une nouvelle théorie. Donc c'est un livre à recommander. 100% à mettre dans toutes les mains, à lire par tout le monde et dès le lycée. Bonjour à tous. Hello! Là aujourd'hui on va vous parler de livres que nous avons lus récemment. Alors la particularité en fait c'est que moi j'ai lu un livre que Nicolas n'a pas lu et que Nicolas a lu un livre, donc il va nous parler d'un livre que moi j'ai lu il y a très longtemps donc je m'en souviens quasiment pas du tout. Moi je vais vous parler aujourd'hui de Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Donc un livre assez connu Voilà. normalement. Pour ma part je vous parle du cadran du cash flow de Robert Kiyosaki que vous connaissez certainement ou peut-être grâce à son précédent livre très connu, Père riche, Père pauvre. Très bien. Et ben commençons. Du coup on commence par ton livre ? Allez c'est parti. Rapidement, Comment se faire des amis. Donc je remets le bouquin. Donc c'est un livre en fait qui a été construit au début du XXe siècle, on peut le dire. C'est un livre qui date de 1936 pour sa première édition. Depuis il en a eu plusieurs et je crois que cette édition date de 1990. Le titre de ce livre ne reflète pas du tout son contenu. En fait ça va parler de relations humaines de manière générale et surtout appliqué au leadership, donc au management, et appliqué au business, plutôt la notion de commercial. Ouais, vu le titre, en fait, j'irais pas l'offrir à Noël à quelqu'un. J'aurais peur qu'il le prenne mal. C'est un peu bizarre. D'ailleurs, il en parle un petit peu dans l'introduction du livre, que ce titre-là était pas forcément le mieux choisi, mais une fois qu'il a été connu pour ce titre, c'est difficile de changer. Mais c'est vrai que s'il fallait le renommer aujourd'hui, ce serait peut-être pas mal de parler, pourquoi pas, de 30 astuces, parce que c'est le cas, il y a 30 astuces, ou de 30 règles pour masteriser ou améliorer ses relations humaines dans un cadre pro et perso. Comment t'as été amené à le lire ? Qui me semble qu'il trône dans tes étagères depuis... Ah oui. Je l'ai depuis longtemps ce livre, j'avais déjà commencé un petit peu à le feuilleter il y a longtemps, mais j'ai été amené à le lire parce qu'on me l'a reconseillé en fait. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui m'ont dit ça vaut vraiment le coup. Je l'ai lu notamment dans un objectif d'améliorer mon discours et ma façon de discuter avec les gens d'un point de vue business. J'y allais sans a priori, vraiment pour découvrir ce que ce livre avait à dire. Et effectivement, je me suis retrouvé devant en fait, une pépite parce qu'il y a beaucoup de choses dedans qui sont très utiles, qui sont pour la plupart des rappels ou du bon sens, mais comme d'habitude, le bon sens, les rappels, ça fait pas de mal. Et ça vaut le coup de se les faire rappeler justement régulièrement. Moi, il me semble que je l'avais refeuilleté une fois quand Eric Chaffanel nous l'avait recommandé dans La Voix du dirigeant. Oui, C'était effectivement. sa recommandation. C'est sa recommandation. Et par la suite, j'ai aussi Antoine Redel, qui était aussi dans La Voix du dirigeant, qui m'en a parlé et qui m'a recommandé de le relire. Du coup, tu nous parles de 30 astuces. Moi, je vais pas te poser des questions sur 30 astuces. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué ou une que tu as trouvée intéressante ? Oui, il y a beaucoup de ces astuces qui m'ont marqué de manière générale. Certaines parce qu'elles sont particulièrement difficiles à appliquer, même bien que très importantes. Et d'autres qui sont étonnantes. Je vais parler notamment, il y a une série d'astuces qui tournent autour de ce qu'on pourrait dire s'écraser face à l'autre. Et c'est quelque chose qui peut être très mal perçu ou mal vu. Parce que, dire en gros, se mettre en position d'infériorité face à l'interlocuteur, est-ce que c'est une bonne tactique ? Et en réalité, lui, il fait vraiment ce genre de conseil de dire que si on a tort, il faut vraiment le dire tout de suite. Si l'interlocuteur a tort, il ne faut pas lui faire comprendre qu'il a tort, il faut au contraire l'encourager dans sa bêtise, entre guillemets. Alors non, c'est pas tout à fait ça. Le but étant vraiment de faire en sorte que les relations humaines soient les meilleures possibles, et d'utiliser des leviers psychologiques pour faire en sorte que la personne accepte finalement la situation ou accepte ou reconnaît un tort, par exemple, plutôt que de lui faire remarquer. Là, ce que tu es en train de me décrire, c'est des leviers de manipulation et pas des leviers pour se faire des amis. Oui, mais justement... Tu n'as pas un conseil plus spécifique peut-être ou qu'on puisse se projeter ? On va dire qu'un des conseils les plus courants, mais en même temps difficiles à appliquer, c'est que... il explique en fait que pour pouvoir vraiment améliorer les relations, l'image qu'on a vis-à-vis des autres, c'est qu'il faut les faire parler des sujets dont ils ont envie de parler. Imaginons qu'on rencontre quelqu'un qui est fan de pelouse,
bah, il faut lui parler de pelouse, il faut lui faire parler sur le sujet, il faut l'écouter dans ce sujet-là. Et donc, en gros, ça nécessite d'avoir une très bonne culture générale, ou en tout cas une curiosité face aux gens. Mais c'est vraiment le but. Le but, c'est de faire parler les gens de leur sujet de prédilection et ne jamais essayer d'imposer le sien. Là, pour le coup, je me projette plutôt pas mal, parce que si tu viens me parler de, on va dire au hasard, football, il y a beaucoup plus de chances que je passe mon chemin, que je cherche à entamer la conversation et puis que je cherche à savoir qui tu es, etc. C'est ça. Parce que tout simplement, j'y connais rien et en vrai, ça m'intéresse pas plus que ça. Si je t'impose ce sujet-là, bah, tu vas vite tourner ton chemin. Inversement, si toi, si tu me parles de pelouse aussi. Hein. Si toi, par contre, tu dois aller discuter avec quelqu'un qui est fan de football, bah, tu dois faire l'effort de l'écouter sur ce sujet-là, même si t'es pas fan du tout. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il faut que je cherche un sujet qui intéresse la personne et sur lequel je suis capable de parler. C'est pas forcément le football. C'est pas forcément le football, effectivement. Mais c'est pour ça que plus on a une culture générale et surtout sans a priori sur n'importe quel sujet, plus c'est facile finalement d'aller sur une discussion qui n'a pas forcément besoin d'être très riche. En gros, le but, c'est vraiment de faire parler l'autre. C'est-à-dire que nous, c'est juste des questions qu'on pose, montrer un intérêt, et au final, bah, la conversation, elle se fait d'un côté, il n'y a pas besoin qu'elle se fasse des deux. D'accord. Mais du coup, je reste intriguée par la notion de situation ce que tu disais tout à l'heure, du fait de s'écraser devant l'autre. Aborder un sujet qui intéresse quelqu'un d'autre, pour moi, c'est pas s'écraser, c'est trouver un terrain d'entente ou un terrain de... Tout à fait. Un point commun. Non, c'est de manière générale, en fait, il a tout un chapitre qui explique qui parle des sujets de controverses, d'opinions, etc. Où il explique en fait que ça sert à rien de rentrer dans un débat, ça sert à rien de donner son avis, ça sert à rien de dire aux gens qu'ils ont tort, même s'ils ont tort, etc. Ouais, quand on veut construire une relation avec quelqu'un, en fait, on a souvent plus à perdre de débattre et de chercher à gagner que de laisser dire bah ouais, ok, t'as raison. Oui. En gros, il faut laisser son ego de côté. Au contraire, ce qu'il explique, c'est que c'est d'autant plus gratifiant que d'avoir réussi, de se dire waouh, j'ai réussi à ne pas rentrer dans la polémique, plutôt que de se dire oui, j'ai gagné. Parce qu'en fait, oui, j'ai gagné, ça veut dire qu'en face, là, tu n'as pas du tout gagné le respect et la relation de l'autre. D'accord, c'est rigolo, moi je vois pas du tout ça comme ça. Je ne me féliciterai pas d'avoir réussi à ne pas entrer dans une polémique. Au contraire, en fait, pour moi, je suis venue pour passer un bon moment ou pour gagner un ami, etc. Si j'ai atteint mon objectif, c'est ça qui est intéressant. Il y a eu des pièges en chemin, mais c'est normal, il y a des pièges dans tous les... partout où on va et quoi qu'on essaie de faire, en fait. Donc le livre, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est construit avec énormément d'exemples. C'est-à-dire que chaque conseil qu'il donne, donc les 30 conseils qu'il donne, à chaque fois, il y a entre 5 et 10 exemples pour illustrer, et des exemples pro-perso. Par rapport à ce que tu dis, il y a un exemple qui est assez intéressant. En gros, il donne l'exemple d'une femme qui lui écrit un message incendiaire très insultant suite à à une erreur qu'il a faite à la radio. Et en gros, il avait juste envie d'une chose, c'était de lui rentrer dans l'art, de lui fermer son caquet, comme on dit, ou bref, d'autres expressions de ce type-là. Et au final, lui, il a expliqué qu'il s'était félicité de finalement réussir à l'appeler de manière très cordiale, en lui disant merci de lui avoir fait remarquer l'erreur, en lui disant à quel point elle avait été géniale de lui envoyer un message, etc. Et au final, en fait, c'est elle qui a fini par s'excuser du ton qu'elle avait employé. Et ils ont fini par devenir, en tout cas, si ce n'est amis, très proches, grâce à juste ce fait de ne pas être en colère, de juste ne pas la renvoyer dans les cordes, parce que sous prétexte que ça l'avait touché. Donc voilà, donc on pourrait voir ça comme étant s'écraser, parce que oui, on se fait insulter et au final, on ne répond pas. Mais d'une certaine manière, ce qu'il a gagné, c'est bien plus. Oui, il a répondu intelligemment au final. C'est que ça. C'est que de l'intelligence. C'est que de l'intelligence émotionnelle et situationnelle. Et qu'est-ce que ça apporte du coup aux entrepreneurs ? Pourquoi est-ce que c'est un livre recommandé aux entrepreneurs ? Alors c'est très important. Attends, avant de poursuivre cette vidéo, je tiens à te parler d'une opportunité pour les entrepreneurs ambitieux. Découvre le parcours du dirigeant. Bien plus qu'une simple formation en ligne, c'est un tremplin pour développer tes compétences entrepreneuriales et accélérer le succès de ton business. Ce qui nous distingue, nous te fournissons des méthodes éprouvées et des outils concrets pour accélérer ta réussite et pour optimiser ton efficacité. Et surtout, une communauté d'entrepreneurs passionnés prêts à relever le défi. Si tu veux transformer ta vie d'entrepreneur, il n'y a qu'un pas à faire, rejoindre le parcours du dirigeant. Va sur cette page et commence dès aujourd'hui ton voyage
voyage vers le succès avec nous. Pourquoi est-ce que c'est un livre recommandé aux entrepreneurs? Alors c'est très important pour plusieurs choses. La première chose, c'est que ça parle d'influence. Comment influencer les autres. Quand on essaye de vendre, on essaye d'influencer l'autre à acheter. Donc il y a cette notion-là. Ensuite, il y a la notion de comment faire en sorte que les gens se souviennent de nous. Dans des bons termes. On veut marquer les gens pour qu'ils se disent « Ah oui, cette personne-là était très bien, très sympa. » Sûrement, du coup, il y a le lien qui se fait avec le côté professionnel. Ah si elle était sympa, si j'ai passé un bon moment avec elle, c'est qu'elle doit être professionnellement aussi intéressante. Et puis, il y a toute une partie sur le leadership et la gestion d'équipe. Comment faire en sorte que d'embarquer les gens derrière une idée, de faire en sorte que les personnes se soient motivées pour travailler ensemble, avancent dans la même direction, etc., etc. Donc de manière générale, en fait, c'est beaucoup plus un livre qui est fait pour des hauts directeurs, des managers ou des entrepreneurs que pour se faire des amis, de manière générale. Je dirais même que la cible du livre, c'est les entrepreneurs, les diplomates et peut-être les politiciens également. J'avais souvenir de la dernière fois que je l'ai feuilleté, en fait, d'un côté vendre sans vendre. Je vais parler, en fait, j'en avais déduit justement que à cette époque-là, c'était la vente qui me faisait le plus peur, on va dire, de pouvoir juste aller aborder une conversation avec les gens et petit à petit, en fait, le discours de vente se fait, mais sans avoir ce côté agressif. Tout à fait, en fait, il ne parle pas de vente dans ce livre. Ce qu'il parle, c'est vraiment de créer une relation avec les gens. Et en fait, c'est ce qu'il explique, c'est que oui, les ventes viennent après que la relation soit créée. C'est pas en étant agressif, entre guillemets, dans la vente, en chassant, comme on pourrait dire, des personnes, qu'on y arrive. L'enseignement de ce livre, c'est vraiment de se dire, ce sont des personnes humaines en face. Je vais d'abord faire en sorte de lier une relation avec ces personnes, avec toutes ces techniques qu'il aborde. Et une fois, en fait, que la relation sera liée, à ce moment-là, sûrement, il y aura des contrats. Mais même si on n'a pas, c'est pas grave. Le but, c'était déjà de tisser du lien. Un livre datant des années 1930, quelque chose, c'est ça? Est-ce que le style est facile à lire? Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Et est-ce qu'il y a des choses, justement, que tu aurais à critiquer dans ce livre? Alors, déjà, je n'ai pas vérifié s'il y avait une couverture plus récente, mais je le remets, regardez. Celle que j'ai, c'est une couverture qui ne fait pas du tout envie, qui fait vraiment vieux livre ou vieux magazine. Comment se faire des amis, encore une fois, le titre est, je pense, pas très bien choisi. Même si après lecture, on comprend pourquoi il s'appelle comme ça. De prime abord, ça peut être rebutant. Ensuite, la façon de le lire, moi j'ai trouvé ça très clair, et j'ai même trouvé ça assez dingue à quel point les exemples qui sont utilisés sont encore d'actualité. Les exemples qui sont utilisés sont des exemples de personnes qui sont peut-être plus très connues aujourd'hui, mais ça parle de présidents de la République type Roosevelt notamment, Benjamin Franklin, etc., etc. Ça parle de directeurs type Rockefeller ou Andrew Carnegie, qui sont des grands businessmen, mais d'il y a très longtemps, fin du 19e, début du 20e. Donc, on pourrait se dire que les exemples qui sont utilisés ne nous correspondent plus, mais en réalité, on se rend compte finalement que les relations humaines n'ont pas beaucoup évolué depuis cette époque-là. Au contraire, elles ont même régressé dans un certain sens, c'est-à-dire que quand je vois dans la lecture, quand je voyais les exemples, je me rendais compte à quel point les gens se parlaient bien entre eux, avaient un haut niveau de langage, qui faisait que du coup ça créait vraiment un respect en fait auprès des personnes, une cordialité beaucoup plus intéressante qu'aujourd'hui, où aujourd'hui en fait on est beaucoup plus dans du langage familier qui n'a pas la même richesse en fait qu'un langage soutenu qu'il pouvait y avoir à l'époque. Comme je disais, il y a eu des éditions successives qui ont fait que l'auteur a rajouté des exemples de plus en plus récents, sachant qu'il y a des exemples qui datent des années 80, qui sont du coup un peu plus récentes par rapport à notre ère, on va dire. Mais voilà, de manière générale, il n'y a aucun conseil aujourd'hui qui est archaïque. Ils sont tous complètement d'actualité. Ok, je vais le redire. De manière générale, en fait, je l'ai trouvé très agréable et facile à lire. La découpe du livre avec les 30 techniques fait que ça se lit plutôt vite, c'est plutôt bien carré. Les exemples sont tous hyper intéressants. On s'y retrouve, donc non, c'est facile à lire. Et puis le langage est facile à lire, même si c'est un langage soutenu. Au-delà de ça, il y a certaines règles qui sont difficiles à comprendre telles quelles, donc ça demande de vraiment suivre les exemples pour bien comprendre, et d'autres qui sont floues d'une règle à l'autre, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des règles qui se ressemblent,
Mais en fait, il y a quand même une subtilité, une différence entre elles, donc il faut essayer vraiment de creuser le sujet. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans l'introduction du livre. Il donne en fait 8 conseils sur comment lire ce livre. Et grosso modo, ce qu'il dit, c'est que en fait, il faut le lire une première fois, puis une deuxième fois, puis prendre des notes, puis le garder à côté de son chevet, le relire tous les mois, etc., etc. Donc en gros, il explique que c'est un livre de travail et que c'est pas quelque chose qu'on lit une fois et qu'on met dans son armoire et qu'on oublie. Effectivement, il y a plein de gens que je connais qui le lisent et le relisent et le relisent. Donc je vous le conseille grandement. Mais du coup, toi, Bouchra, est-ce que tu peux nous parler du livre que tu as lu ? Moi, ce que j'ai lu, c'est Le cadran du cash flow, un guide pour atteindre la liberté financière. Or, liberté financière, c'est un grand terme. J'ai l'impression que tout le monde parle que de ça. Je sais qu'on a d'autres livres sur ce sujet-là. Moi, c'est celui-là que j'ai choisi d'attaquer cette fois-ci. Robert Kiyosaki, en fait, c'est pas un auteur que je découvre. C'est un auteur dont j'avais déjà lu un livre, donc Le Père riche, Père pauvre, qui est très connu. J'ai aussi regardé beaucoup de ses vidéos YouTube. C'est un gars, je trouve qu'il explique très bien les choses. Et donc, j'avais vraiment envie d'aborder justement cette notion par la vision de ce gars-là, justement, qui avait construit sa liberté financière en partant d'une famille modeste, de pas beaucoup d'argent, et puis qui aujourd'hui est très riche. Et donc, je voulais apprendre de lui. Ce que j'ai pensé de ce livre, c'est que il est bien présenté, c'est très facile à lire, comme à son habitude de Robert Kiyosaki. Il est très bien illustré aussi, il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de citations, beaucoup de cas, en fait, un petit peu comme Dale Carnegie. Ça commence à être un petit peu un vieux monsieur, donc il va citer des Roosevelt, Rockefeller, etc. dans ses... Lui aussi, ouais. D'accord. C'est plutôt le type de personne qu'il va citer. Il va aussi citer du Warren Buffett, etc. Voilà, donc globalement très facile à lire, facile à aborder comme thématique et comme sujet. J'ai plutôt bien aimé. Ça a été une lecture rapide, grosso modo ? Lecture rapide, pas forcément. Moi, je suis quelqu'un qui lit très vite. Et pourtant, dans ce livre-là, je tournais à peu près à 20-25 pages de l'heure. D'accord. Il faut réfléchir quand même. D'accord, c'est pas un livre qu'on lit pour se C'est pas un nourrir, roman. Il faut prendre le temps de réfléchir à ce qui est dit. Exactement. Si je cherche assez vite, en fait... rapidement, en fait, on a des schémas sur toutes les pages. Voilà, des schémas très régulièrement. Donc à chaque fois, en fait, il faut analyser les schémas et essayer de les comprendre. D'accord. Ok, je comprends. Mais en même temps, ça aide aussi à la compréhension, un schéma. Ah mais tout à fait. Oui. Mais par exemple, quand il explique que quand on nous dit que notre maison principale, c'est un actif, quand le banquier nous dit la maison principale est un actif, en fait, c'est une demi-vérité. En fait, c'est un passif pour la personne qui l'achète, c'est un actif pour la banque. Je sais, ok, donc déjà, je vais remettre en question tout ce que j'ai appris de par mes parents, de par ma famille, de par mon éducation, etc. Et derrière, essayer de comprendre en quoi et en quoi. D'accord. Donc c'est un livre qui remet en cause beaucoup de choses que tu as apprises ou de fondations ? Pas qu'un petit peu, ouais, énormément de choses et de convictions que j'avais concernant l'argent, l'investissement. À un moment donné, tu me disais que tu avais presque ressenti le fait qui te montrait à quel point tu avais fait des mauvais choix à chaque ligne que tu lisais, quoi. Ouais, j'avais l'impression d'être stupide en fait à chaque fois que je lisais une nouvelle théorie. D'accord. Oui, tu as parlé de actif, de passif. Donc déjà, tu utilises un vocabulaire qui est très financier. Donc je ne sais pas si tout le monde le maîtrise. Qu'est-ce que c'est que du coup ce cadran du cash flow ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, le cadran du cash flow, c'est le schéma qu'il y a sur la couverture. C'est ETPI. Et en fait, du côté gauche, on a le E, c'est les employés. Le T, c'est les travailleurs. Les travailleurs, en fait, c'est l'avocat, le médecin, le chef d'une petite entreprise, comme nous, par exemple. On est chef d'une petite entreprise. Le P, c'est le propriétaire d'une entreprise. Et le I, c'est l'investisseur. Et donc, en fait, dans tout le bouquin, il explique que les E et les T, en fait, c'est des gens qui sont destinés à travailler toute leur vie. Finalement, travailler pour enrichir l'État, enrichir des propriétaires de grosses sociétés, enrichir des patrons, enrichir des... Voilà. Au final, eux, on les a éduqués à chercher à avoir une maison plus grande, une maison plus belle, une voiture plus grande, une voiture plus belle. Et puis, ils enchaînent crédit sur crédit. Et puis... à chaque fois que tu as une augmentation de salaire ou que tu gagnes plus d'argent, tu prends une maison plus grande. À chaque fois que tu as plus d'argent, tu prends une meilleure voiture. Mais petit à petit, en fait, tu restes toute ta vie à juste subvenir à tes besoins quotidiens. Globalement, un E et un T, c'est quelqu'un à qui, s'il ne pouvait pas travailler, au bout de 3 mois, allez, maximum 1 an, il n'a plus d'argent. Mais, un P et un I, c'est des gens qui, même s'ils arrêtaient de travailler, ça irait. Mais comment ça se fait, là, en France, on a la retraite ? Ouf, vaste sujet, tu veux vraiment polémiquer là-dessus ?
Non, on n'est pas obligé, c'est bon. Non, globalement, en fait, il y a ces notions-là, alors que dans Père riche, Père pauvre, en fait, il parlait des 4 cadrans, justement, avec lesquels il faut voir La vie. notre argent. Non, l'argent. Donc, les actifs et les passifs, les revenus et les dépenses. Et pour faire très simple, un actif, si on fait très simple, en fait, un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Par exemple, un appartement que tu achètes et que tu mets à louer, si après avoir payé le crédit, il te reste de l'argent, c'est un actif. Si après avoir payé le crédit, il te reste pas d'argent, c'est un passif. Donc un passif, c'est quelque chose qui enlève de l'argent de ta poche, tout simplement. Donc l'idée, en fait, pour s'enrichir, c'est d'augmenter le nombre d'actifs. Donc si tu veux faire un investissement immobilier, locatif, machin, bah en fait, il faut que les mensualités de loyer soient supérieures aux mensualités de crédit, sinon bah, ça met pas d'argent dans ta poche et donc tu peux pas en faire plus et donc c'est un passif. Ok, donc c'est un livre où ce sont des livres qui sont vraiment très orientés finance, comment s'enrichir de manière générale, mais s'enrichir d'un point de vue financier et non pas culturel ou quoi que ce soit, c'est vraiment s'enrichir d'un point de vue financier. Alors il parle de culture, hein. Il faut aller lire, il faut se renseigner, il faut comprendre. Si tu décides que ton axe de travail par exemple c'est l'immobilier, bah, il faut connaître l'immobilier. Si c'est la bourse, bah, il faut s'y connaître. Si c'est autre chose, il faut s'y connaître. Donc il encourage à se cultiver. D'ailleurs en fait ce livre ne donne pas de recettes sur comment s'enrichir. Il ne va pas te dire première étape, deuxième étape, troisième étape. Il va te dire, bah, fais ton bilan financier, quels sont tes actifs, quelles sont tes dépenses, quels sont tes passifs, quels sont tes revenus. Et derrière, quel va être ton cheval de bataille. Étudie dans le domaine qui t'intéresse. Par exemple, si tu te lances dans l'immobilier, bah, étudie l'immobilier du quartier ou ou de la ville ou du pays qui t'intéresse, etc., etc. Donc en gros, il donne un cadre qui permet de s'enrichir si on suit ce cadre. C'est ça. Mais par contre, ça n'enlève pas le fait qu'il va falloir travailler sur le il te sujet. dit pas achète des actions Microsoft, par exemple. Ouais, ok. Oui, pour moi, c'est important de dire quand même que c'est quelque chose qui est orienté liberté financière. C'est-à-dire que la finalité du livre, c'est que la personne qui comprend tout ça s'enrichit. Ça n'a pas une autre vocation, ce livre-là. Non, ça n'a pas d'autre vocation. L'objectif, c'est justement d'augmenter sa liberté financière, donc c'est-à-dire augmenter au maximum la période dans laquelle tu peux ne pas travailler sans que ton rythme de vie, ton mode de vie ne soit influencé, impacté. Ok, donc jusqu'à potentiellement ne plus du tout avoir à travailler toute sa vie. Ouais, ou à travailler pour le plaisir, ou pour augmenter encore plus son lifestyle, mais pas forcément... Ok, c'est très clair. Si tu avais une chose à retenir de ce livre très précise, qu'est-ce que ce serait ? De savoir exactement où va l'argent. Que l'argent, c'est quelque chose finalement de tangible et qu'il faut arriver à le voir dans toutes les transactions. Faut pas se dire, oh tiens, je vais prendre, j'en sais rien, j'achète un bien, tant de pourcents de crédit, etc. Oui, le taux de crédit, en fait, c'est le taux d'intérêt ne reflète pas exactement quelle somme on aura remboursé au total au final. Et en fait, il faut savoir exactement qu'est-ce qui va où. Donc, en gros, tu dis qu'il faut savoir où va l'argent. Donc, ce que je comprends, c'est que déjà, il faut avoir une connaissance. Il faut s'intéresser aux choses, en fait. Savoir creuser, en fait, quand on achète quelque chose de manière générale, comment est composé le prix. Ne serait-ce que quand on achète un produit au supermarché, savoir que c'est pas au supermarché qu'on achète que le produit. Il y a aussi des fournisseurs, il y a une composition du prix qui est peut-être plus complexe que ça. Ouais. Donc d'un point de vue juste culturel, savoir que ça existe en fait. Mais après pour soi. J'aurais dit plutôt en fait pour soi. Ouais. Au final, est-ce que derrière c'est un fournisseur, un prestataire, un machin qui sont payés ? C'est intéressant, mais c'est plus de la culture générale, à moins de se lancer dans la confection de produits. Non, c'est plutôt de savoir dans quelle colonne ça va. Chaque chose que tu achètes, en fait, il y a des choses qu'on croit que c'est des actifs alors que c'est des passifs, et des choses qu'on croit que c'est des passifs alors que c'est des actifs. Par exemple, l'épargne, c'est pas une si bonne idée que ça quand on fait les calculs. Et quand on connaît d'autres méthodes. Après, oui, c'est vrai que c'est très relatif. Il peut y avoir, en fait, selon l'axe dans lequel on le regarde, on peut voir du passif ou de l'actif. Et j'avais un exemple aussi, par exemple, d'un entrepreneur qui est lifestyle, qui achète une belle voiture. Une voiture en soi, à la base, dans l'absolu, c'est un passif parce que c'est juste un coût. C'est 100% un passif. Même quand on le revend, la voiture, on la revend en général moins cher, à moins que ce soit une voiture vraiment de luxe ou de collection. Et du coup, oui, la voiture, c'est un passif. En revanche, sauf si tu l'utilises. En revanche, alors que l'entrepreneur qui a acheté une belle voiture, mais qui va faire beaucoup de rendez-vous clients avec, qui va potentiellement aussi coller la marque de son entreprise sur le capot, etc., et qui va transformer cette voiture en outil pour générer plus de ventes potentiellement,
Ou faire plus de Pour rendez-vous. faire plus de rendez-vous, bah, finalement, après calcul, hein, évidemment, il faut faire un calcul, bah, potentiellement, il peut transformer sa voiture passive en actif. Tout à fait. J'ai retrouvé l'autre sujet qui m'avait surpris dans le livre, c'est le fait d'acheter. Globalement, ce qu'on se dit, c'est généralement, j'achète un bien immobilier, ça va être à crédit. Il y a les loyers qui vont payer une grande partie, voire la totalité du crédit et des charges qui vont avec. Et puis finalement, je le revendrai dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, et puis il aura pris un bénéfice. Et Avec une voilà. belle plus-value, etc. Voilà, belle plus-value, etc. Sauf qu'en fait, ça, c'est un pari que un investisseur chevronné tel que Kiyosaki, par exemple, trouve absolument stupide. En fait, ce qu'il dit, c'est que il faut que ça mette de l'argent dans ta poche tout de suite. Donc, si tu achètes un bien, il faut que tes mensualités soient inférieures aux lois. Tes mensualités plus tout ce qui est charges, syndic, entretien, agence de gestion, etc., soient inférieures au loyer, de façon à ce que ça te mette de l'argent dans la poche tout au long du parcours, tout au long du chemin. Parce que tu n'es jamais sûr si le marché de l'immobilier, à la fin, il sera au-dessus ou en dessous. Exactement. Parce que des crises, il y en a. Au final, si à la fin, la maison, tu la revends moins cher que ce que tu as acheté, tu as perdu dans le premier scénario. Alors que si, Oui, tu es effectivement, 100% perdu. alors que si tu l'estimes comme ayant baissé son prix, il suffit que tu continues à payer à avoir tes loyers. Dans tous les cas, tu auras gagné de l'argent jusque-là et tu vas continuer à en gagner. Donc effectivement, Exactement. c'est Même quand le marché de l'immobilier s'effondre, les loyers ils baissent pas en fait. Enfin, en tout cas, c'est jamais arrivé que je sache. tout à fait. Est-ce que tu as une critique à émettre sur ce livre de manière générale? Oui. En fait, ce avec quoi j'ai du mal, c'est des questions de réglementation et de loi, dans le sens où il va nous parler de petits passe-passe financiers que potentiellement c'est faisable aux États-Unis, pays dans lequel il a créé sa fortune. Je ne sais pas trop si c'est le cas en France. Il y a certains cas particuliers que je trouve assez, capillotractés. C'est vrai que Et que je ne sais pas si en France ça se fait, quoi. C'est vrai que le marché aux États-Unis, de manière générale, est beaucoup plus libéral qu'en France. Et du coup, il y a des décisions, des arbitrages, des choses comme ça qu'on peut faire plus facilement aux États-Unis qu'en France, où avec la réglementation, ça protège le consommateur, mais potentiellement, ça permet moins d'investir de la même manière. Voilà. Ouais. Ne serait-ce que par exemple le fait d'avoir des projets du type la réglementation des loyers en France, ça peut casser en grande partie ce que dit Kiyosaki par rapport aux investissements. Après, les règles et le cadre restent le même au final. C'est juste que les exemples tels quels, on ne peut pas les appliquer partout. Il faut juste savoir faire la différence entre ce qui est américain et ce qui est français. Après, ça signifie, moi ce que j'en déduis, c'est qu'il faut étudier justement ces textes de loi et toutes les possibilités, de façon à pouvoir les utiliser à son avantage. Qu'est-ce qu'un entrepreneur pourrait trouver utile dans ce livre ? Alors je pense que c'est un excellent bouquin pour commencer à se poser la question et à se renseigner sur l'optimisation justement, à une période où les bilans... les bilans se rapprochent. Ça peut être intéressant de se sensibiliser justement à ces questions-là. Et est-ce que c'est pas le moment de se former avant de payer des impôts qu'après de payer des impôts, j'en sais rien, faire des investissements avec sa société avant qu'après, etc., etc. De manière générale, ça permet de réfléchir à investissement. C'est ça. On parle beaucoup de mindset investisseur quand on est entrepreneur. D'ailleurs, on a un article de blog sur le sujet sur notre site internet si ça vous intéresse. Ouais. Globalement, ce qu'on en tire, c'est de pas forcément courir après le meilleur bilan ou le meilleur bénéfice à la fin de l'année, mais plutôt de chercher la meilleure optimisation. Ok. Parce qu'au final, les impôts, tu vas les payer, mais est-ce que tu vas les payer avant la dépense ou après la dépense ? Ok. Et est-ce que tu recommanderais ce livre à d'autres personnes ? Non, surtout lisez pas. Ça fera plus d'opportunités pour nous qui l'avons lu. D'accord. Donc, c'est un livre à recommander. 100%, à mettre dans toutes les mains, à lire par tout le monde et dès le lycée. Ouais. C'est vraiment, dès que vous commencez à avoir votre premier salaire, il faut avoir ces notions en tête. C'est ça. Et moi, j'ai l'impression d'avoir perdu plusieurs années. Et c'est pour ça que tu disais non, de ne pas le recommander. C'est qu'en fait, tu n'as pas envie de te faire doubler par des personnes qui le lisent. C'est ça. C'est une blague. Oui. En vrai, il y a des opportunités pour tout le monde si on a le bon mindset et qu'on réfléchit de la bonne façon. Très bien, mais merci beaucoup. Pour conclure, on vous a présenté donc 2 livres. Le premier, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Pour résumer, on vous le recommande chaudement pour tout le monde. C'est
C'est universel. Si vous voulez apaiser vos relations, qu'elles soient harmonieuses, qu'elles soient utiles, que ce soit dans la vie perso ou dans la vie professionnelle, et dans la vie perso, je comprends également la relation avec vos enfants, c'est un livre que je vous recommande chaudement de manière générale. Globalement, il se lit assez vite en plus de souvenirs, non? Oui, il se lit en, on va dire, 4-5 heures, et encore une fois, ça ne suffira pas. N'hésitez pas à le relire, à le reparcourir régulièrement. De la même façon, très recommandé en fait le cadran du cash flow. Donc c'est une nouvelle édition que j'ai dans la main. Si vous souhaitez réfléchir investissement, réfléchir différemment votre façon de gérer votre argent, vos dépenses, vos investissements, etc. À lire le plus vite possible. Attention cependant, il y a beaucoup d'idées reçues qui sont balayées par ce livre. Moi, j'ai l'impression de me prendre une claque toutes les 10 pages. Ça fait mal de se dire que, ah bon, purée, j'avais tort là-dessus. Bah, c'est important, ne serait-ce que, même si vous n'êtes pas d'accord, de lire un autre point de vue et potentiellement de voir les choses d'une autre façon. Que vous soyez d'accord ou pas, que vous choisissiez d'adopter cette façon ou pas, c'est intéressant quand même de remettre en question les idées reçues qu'on nous a rabâchées depuis notre enfance. Très bien, merci beaucoup. Plaisir. Du coup, on vous souhaite une très bonne lecture si vous souhaitez du coup les lire. Et puis, n'hésitez pas à nous faire des retours sur cette émission si vous souhaitez qu'on en fasse d'autres. Notamment, on a plus d'une centaine de livres qui traînent dans le milieu du développement personnel, du développement professionnel. Donc, n'hésitez pas en fait à nous le dire et on se fera un plaisir de faire d'autres revues de lecture de cette manière. N'hésitez pas également si vous avez des livres sur lesquels vous êtes curieux d'avoir notre opinion. Allez, à bientôt. À bientôt.